ne sont pas toujours boisés, on peut avoir des fourchettes plus ou moins importantes. Alors, comme on a beaucoup en fait, on a des marges d'erreur, je vous donne des chiffres qui sont des moyennes, mais en réalité on a des marges d'erreur, on a des marges d'erreur qui sont très importantes, y compris parce qu'on ne connaît pas très bien les chiffres du déboisement mondial de la déforestation. La FAO nous donne un certain nombre de chiffres. Je vous les donne de mémoire. Chaque année, on perd à peu près 10 millions d'hectares aujourd'hui, disons, de forêts tropicales. Sur ces 10 millions, on replante, on a des reboisements qui fait que, du point de vue du solde net, on doit être, disons, à moins 6 ou moins 7 millions, effectivement, de surface forestière, à peu près chaque année. Ce qui est très important du point de vue des effets sur la biodiversité, sur les habitats, sur la fragmentation, sur les risques, mais du point de vue notamment, j'ai un peu insisté sur cette partie, parce que je vais vous parler d'un mécanisme qui est un mécanisme climat. On a effectivement donc une importance moindre de la déforestation sur le climat, notamment en chiffres relatifs. Le problème reste sérieux. La déforestation reste une grande partie du problème et c'est aussi une partie de la solution. D'où vient la déforestation et comment ça marche? Alors, ce tableau n'est peut-être pas extrêmement clair, mais enfin retenez la chose suivante. Alors, première chose à savoir, c'est que la déforestation, ce n'est pas une affaire d'exploitation forestière. Fondamentalement, l'exploitation forestière sous les tropiques, c'est une exploitation sélective, voire hyper sélective. Et on coupe, disons, dans une forêt du Congo, on va couper peut-être un arbre tous les 2 ou 3 hectares. Alors bien évidemment, pour couper cet arbre, on va faire un certain nombre de dégâts. On va ouvrir des routes, quand on va abattre l'arbre qui fait 35-40 mètres de haut, ça va faire quelques dégâts, ça va en détruire quelques-uns en passage. Mais globalement, on prend quelques spécimens dans la forêt. Alors ceci, c'est pour des raisons de composition de la forêt. Les forêts sont très diverses, très hétérogènes. Il y a des centaines d'espèces dans une forêt tropicale, africaine ou amazonienne. Vous avez là-dessus beaucoup d'espèces, beaucoup d'essences. Alors essence, c'est déjà un regroupement d'espèces, c'est déjà différent, espèces et essences. Essence, c'est déjà beaucoup plus commercial. Vous avez beaucoup d'essences qui sont utilisables, mais dont le prix sur le marché, c'est une question économique. Le prix sur le marché n'est pas suffisamment élevé pour justifier les coûts d'abattage et les coûts de transport surtout, puis de transformation. Donc en fait, on se concentre sur les essences de plus haute valeur commerciale. Et plus on va être loin dans les forêts, plus on est dans des zones reculées, loin des routes, loin des ports d'embarquement, puisque souvent c'est de l'exportation, moins on va exploiter. Plus on est proche des côtes, plus on va exploiter beaucoup, mais quand on est très proche des côtes, en général, il ne reste plus beaucoup de forêts, sauf dans des parcs ou des aires protégées. Donc c'est vraiment une question économique, vous avez un gradient d'exploitation, plus on va loin, moins on exploite de bois. Et en réalité, si cette exploitation en général, si elle est bien faite, enfin si elle est faite en respectant un certain nombre de règles minimum, c'est-à-dire on s'impose des rotations, 25 ans, 30 ans, 35 ans, c'est pas toujours respecté, mais ça l'est quand même de plus en plus, et bien la forêt, de toute façon ça reste un paysage forestier, la forêt se reconstitue, se referme éventuellement. Là où la forêt, effectivement, là où l'exploitation joue un rôle, l'exploitation forestière joue un rôle dans la déforestation, c'est notamment quand vous avez une demande foncière et une demande de terres agricoles importante. Alors typiquement, ce sont des choses qu'on va trouver en Asie du Sud-Est aujourd'hui, qu'on trouve en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, c'est-à-dire que vous avez la forêt, pour exploiter la forêt, on fait des routes, on désenclave la zone et on a ensuite des paysans qui vont installer dans la forêt des cultures, soit des cultures vivrières, du manioc, du riz, des choses comme ça, du riz pluvial, soit des cultures commerciales, du café, du cacao. Bon, ça peut être des petits paysans, ce sont souvent des petits paysans, enfin au Ghana, en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, c'était une histoire de petits paysans qui faisaient des cultures industrielles d'exportation. On a aussi, alors ça reste, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on appelle l'agriculture de subsistance locale, ça reste important en Afrique, ça reste important à peu près sur tous les continents. Mais de plus en plus, on s'aperçoit que l'agriculture commerciale, alors l'agriculture commerciale, ça peut être le fait de grands ou de petits acteurs, cette agriculture commerciale prend une place de plus en plus importante.
Aujourd'hui, le grand moteur de la déforestation qui depuis quelques années explose, c'est la culture industrielle à grande échelle du palmier à huile. Le palmier à huile est une culture extrêmement rentable, qui a des tas de qualités, y compris pour sortir les gens de la pauvreté, il faut tout à fait le dire. Les paysans de la pauvreté, ça a sorti des milliers de paysans de la pauvreté en Malaisie, en Indonésie, etc. Mais c'est une culture aussi extrêmement, qui est très rentable, puisqu'on fait de l'huile de palme aujourd'hui, se retrouve dans l'état d'usage. Enfin, vous connaissez, il y a beaucoup de controverses autour de cette question de l'huile de palme. Et rentabilité de marge brute d'environ 2 à 3 000 $ par hectare, si on est en intégration verticale, c'est-à-dire s'il y a une usine derrière qui fait de l'huile de palme, eh bien, c'est effectivement, ça dépasse tout ce qu'on peut avoir même en exploitation forestière. Vous avez jamais des rendements, des marges brutes comme cela. Conclusion, ça a commencé en Asie du Sud-Est et maintenant ça s'étend un petit peu partout. Parce que le palmier à huile, c'est à peu près, ça a besoin de pluie, de certains types de sols. En gros, c'est un concurrent parfait pour la forêt tropicale. Et c'est quelque chose qui est en train effectivement de gagner, qui fait que la Malaisie a été transformée en champ de palmier à huile, à peu près, sauf sur les montagnes et dans les parcs. L'Indonésie est en train de prendre le même chemin progressivement. Et on voit maintenant l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, surtout, on voit effectivement aujourd'hui des grandes opérations qui sont en train de se développer. Donc voilà un petit peu ce qui se passe. Vous avez aussi en Amazonie, la déforestation, c'était une affaire d'élevage extensif. C'est toujours une affaire d'élevage extensif. Beaucoup moins de soja, on a beaucoup parlé du soja en Amazonie, mais c'est relativement limité par rapport à ce que représentent effectivement ces grandes cultures, ce grand ranching extensif. Parce que c'est aussi un moyen pour les gens qui défrichent la forêt en Amazonie de s'accaparer la terre, c'est-à-dire c'est un moyen aussi de créer des droits fonciers dans une situation de grande confusion foncière. Donc on s'étend et ça permet ensuite d'avoir des droits, on peut faire un ensemble de choses. Puis c'est aussi une question, un des moteurs de la déforestation aussi, c'est une question aussi de charbon de bois dans certains endroits. Madagascar par exemple, l'utilisation du charbon de bois, la fabrication de charbon de bois est très importante autour des villes, ça devient un phénomène très très important. Qui sont des facteurs de déforestation, donc on couronne autour des villes. Puis vous avez un phénomène qui est un phénomène de dégradation. Le phénomène de dégradation, alors là, bien sûr, on retrouve l'exploitation forestière. Je sais que la dégradation, nous ne sommes pas dans la déforestation a des définitions très précises. Il faut pour la FAO, dans la définition de la FAO, il faut qu'on passe sur une surface minimum, il faut qu'on tombe en dessous de 10% de couverture forestière. Alors donc avant d'arriver à 10%, quand on passe de 100% à 10%, vous voyez qu'on a beaucoup d'étapes de dégradation qui sont possibles, et donc de perte de carbone, de perte de biodiversité, de fragmentation, etc. etc. Donc la dégradation forestière, là on a l'exploitation forestière sélective, les feux, le charbon de bois qui est très important également, qui est aussi une source à la fois de déforestation et de dégradation. Donc voilà un peu les grands moteurs disons aujourd'hui, de la déforestation. À cela, il faut ajouter aujourd'hui les activités minières. Les mines, avec les prix des minerais qui ont monté en flèche depuis plusieurs années. Alors en ce moment, il y a un creux, parce que nous sommes en pleine crise économique, mais en gros, le prix du cuivre, le prix de l'or, le prix du cobalt, le prix, de tas de minerais ont augmenté de manière considérable. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à peu près, les États n'hésitent pas. Même s'il y a des aires protégées, des parcs, etc., eh bien, effectivement, il y a on va déclasser des parcs, on va effectivement aller faire des enclaves minières ou pétrolières. Donc c'est quelque chose aussi qui est un phénomène montant. Le seul avantage, entre guillemets, de la mine, c'est que on peut éventuellement le contrôler, c'est-à-dire ça peut, une fois qu'on a découvert le minerai, on peut ensuite limiter l'espace, l'emprise de la mine. Simplement, ça attire beaucoup de monde, ça attire des milliers de personnes qui vont ensuite rester quand la mine sera épuisée, etc., qui vont avoir une pression, qui vont faire des champs, etc. Donc des tas de phénomènes. La déforestation, c'est rarement un seul facteur. En général, ce sont des tandems, des associations entre, par exemple, exploitation et agriculture, entre mines et agriculture, etc., etc. Et on a plusieurs phénomènes qui s'enchaînent. Donc c'est difficile de trouver un responsable, c'est un phénomène complexe d'interaction. Donc ce genre d'exercice est intéressant, mais ça ne vous donne pas toute la vérité, parce que dans un phénomène complexe, vous ne pouvez pas dire 10% de la déforestation vient de ça. Généralement, il y a des séquences, il y a des tandems, il y a des interactions. Voilà. Alors, ça fait des années qu'on se pose le problème de dire qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on peut arrêter la déforestation, pourquoi n'arrête-t-on pas la déforestation?
On n'arrête pas la déforestation pour deux raisons, parce que d'une part, il y a des problèmes agricoles, c'est-à-dire que les paysans des pays du Sud manquent de capital, manque d'intrants, et sont sur des techniques agricoles qui sont parfaitement soutenables, parfaitement viables, lorsque la démographie est faible et basse, c'est-à-dire c'est l'agriculture itinérante sur brûlis. C'est un excellent moyen de reconstitution de la fertilité en brûlant des forêts, et ensuite en ayant des systèmes de rotation. Donc ça c'est parfaitement soutenable, ça a duré pendant des siècles et des millénaires. Simplement aujourd'hui, on arrive à la fin, puisqu'on arrive à des stades de densité démographique, y compris en Afrique centrale, qui était plutôt un endroit réputé vide avant, mais maintenant on a encore des endroits qui sont assez vides, mais c'est en train de changer. Et donc on arrive à la fin de ce système, il faudrait effectivement avoir des transitions, que les pratiques agricoles puissent changer, parce que c'est plus tout à fait durable et soutenable. Mais ces paysans manquent de capital, et pour l'instant ils continuent, donc ils épuisent effectivement leurs ressources. Et le deuxième élément, bien évidemment, qui est l'élément montant, c'est non seulement d'un côté la démographie et les gens qui sont